à toutes et à tous, je me présente, Valérie Sniadoc, et je travaille pour Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Je suis basée à Ottawa. Aujourd'hui, avec nos invités, nous allons vous parler de préparer son départ au Canada, vous donner de bonnes informations pour vous préparer dans votre nouveau projet de vie au Canada. Je vais inviter nos panélistes à bien vouloir se présenter. Dora? Bonjour tout le monde, je m'appelle Dora Gdoura et je suis directrice adjointe au Collège La Cité à Ottawa et je gère notre beau programme Connexion francophone, un service pré-départ. Valérie? Oui, bonjour, bien heureuse d'être avec vous. Mon nom est Valérie Moran, je suis directrice générale de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, équivalent des académies en France, donc des conseils qui qui administrent les écoles de langue française en contexte minoritaire au Canada. Et Serge? Bonjour, je m'appelle Serge Quinté, je suis le directeur des communications de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Merci à tous d'être présents, de bien vouloir partager toutes ces informations avec notre audience aujourd'hui, informations qui, j'en suis sûre, sera riche pour préparer leur départ. Donc avant de commencer, est-ce que vous avez déjà commencé à regarder comment ça se passe au Canada? Est-ce que vous connaissez les provinces et territoires au Canada? À cet effet, je vais inviter Serge à bien vouloir nous en parler parce qu'il est important de connaître un petit peu la géographie de notre pays avant de venir s'y installer. Ce qui est important de savoir tout d'abord, Valérie, c'est que au Canada, il y a 10 provinces et 3 territoires. C'est un énorme pays, hein? Il y a des diversités importantes selon les régions du pays. Je vais peut-être passer en revue 4 régions et je dirais en partant que on peut vivre en français dans toutes les régions du pays. Il y a des personnes qui parlent français dans toutes les régions du Canada. Et donc, tout d'abord, je vais commencer avec les 4 provinces de l'Atlantique à l'Est, ce qu'on appelle souvent l'Acadie. L'Acadie, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une des premières régions où les personnes de langue française se sont établies en 1604, il y a donc 400 ans. Et des collectivités dont l'histoire remonte carrément au début de l'aventure française en Amérique du Nord. Ensuite, au centre, il y a le Québec et l'Ontario. L'Ontario, en particulier, comporte les 2 très grandes zones métropolitaines que sont Toronto et Ottawa, qui comptent chacune plus de 100 000 francophones. En tout, on trouve plus de 700 000 personnes qui parlent le français, qui vivent en français en Ontario. Il y a aussi plusieurs francophones en Ontario qui habitent des régions plus rurales où la production agricole, forestière et minière occupe encore une place importante, comme le nord, l'est, particulièrement la région entre Ottawa et Montréal, qui sont séparées par environ 200 kilomètres. Ensuite, l'Ouest canadien, c'est une énorme région avec une collectivité francophone au Manitoba, la région qui est au centre, la province qui est au centre géographique du pays. La collectivité francophone au Manitoba date du début du 19e siècle et on trouve aussi des collectivités en pleine croissance, notamment en Alberta et en Colombie-Britannique, qui sont 2 provinces en pleine expansion économique. La côte ouest, la côte pacifique du Canada est très populaire, notamment auprès des amateurs de plein air et de ceux et celles qui veulent travailler dans l'industrie touristique. Et finalement, il ne faut pas négliger non plus le nord, la région arctique. Là aussi, c'est une région qui est en pleine croissance. On trouve des groupes de francophones au Yukon, au territoire du Nord-Ouest, également au Nunavut. Ce sont souvent des jeunes professionnels qui s'installent dans cette région du pays. Donc, voilà un tour très rapide du pays, mais vous pouvez visiter notre kiosque virtuel pour consulter la carte interactive de la francophonie au Canada, ainsi que des vidéos témoignages que nous mettons à votre disposition. Alors voilà, Valérie. Merci beaucoup, Serge. Comme vous pouvez le voir, les informations sont à l'écran. Donc, n'hésitez pas à les prendre en note afin de pouvoir aller prendre plus d'informations et visiter la carte virtuelle qui vous donnera beaucoup d'informations sur ces communautés francophones. Donc, en effet, vous le voyez, il est possible de vivre en français et au Canada.
Et évidemment, IRCC offre des services pour les personnes qui sont éligibles pour justement appuyer cette installation lorsque vous venez au Canada, que ce soit en matière d'emploi ou autre. Et ces services démarrent dès le pré-départ. Je vais inviter Dora à bien vouloir nous en parler. Merci Valérie pour cette introduction, pour les services d'établissement. Effectivement, ce sont des services qui sont pour les personnes qui sont admissibles à venir au Canada. Si on parle des services pré-départ, les services pré-départ sont pour ceux qui se préparent à venir au Canada. Ce sont pour les aider, pour les aiguiller, etc. Vous pouvez visiter notre site web connexionfrancophone.ca pour vous donner plus d'informations. Pour se préparer, c'est essentiel lorsqu'on entame un projet de vie comme le vôtre. Vous allez penser au logement, à l'école, à l'emploi, etc. Et donc, c'est super important de bien se préparer. Sachez que dès que vous arrivez au Canada, vous auriez à faire des étapes, à faire des actions très importantes, comme par exemple se procurer un numéro d'assurance sociale. C'est un numéro super important, c'est un numéro qui vous appartient et que vous devriez vraiment protéger, peut-être un peu plus que vos enfants parfois, parce que il faut craindre la fraude d'identité. C'est un numéro que vous donneriez seulement à votre employeur ou aux instances gouvernementales. Donc, si quelqu'un vous demande c'est quoi votre numéro d'assurance sociale à l'hôpital ou n'importe où, vous n'avez pas à le donner, vous devrez le protéger, tout comme l'autre numéro IUC que vous ne devriez pas envoyer par courriel. Ce sont deux numéros très importants. Quand on parle des services d'établissement, on parle aussi de logement. Le logement, c'est quelque chose d'important. Lorsque vous vous rendez, vous n'allez pas rester à l'aéroport, n'est-ce pas? Donc, vous allez avoir un logement. Il y a des services qui vont vous aider à vous trouver un logement, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a différents types de logements au Canada. Vous allez sûrement louer en premier, donc vous pouvez choisir une maison ou un appartement. Vous pouvez choisir le nombre de chambres, etc. Si on parle d'appartements qui viennent dans ce qu'on appelle des immeubles, bien sûr, il y a tout dépend de la province quand on parle de loyer. Ok, par exemple, je donne l'exemple de l'Ontario parce que je me trouve en Ontario. Vous devriez payer le premier mois et le dernier mois, et c'est généralement un bail d'une année. Ok, ça c'est très important pour la première année. Et si vous voulez quitter, vous devriez demander par écrit à votre propriétaire 2 mois en avance. Donc ça c'est généralement c'est la même chose partout au Canada. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsque vous louez un appartement, vous louez vous trouvez l'électroménager, c'est-à-dire la cuisinière et le frigo. Ils viennent avec l'appartement. Et parfois, il y a des meubles, mais il y a des coûts à cela. Et en plus, il y a ce qu'on appelle l'hydro, c'est-à-dire l'électricité et l'eau qui viennent parfois l'hydro ne vient pas avec, mais parfois ça vient dans le loyer. Donc, vous payez le tout pour le mois. Donc, ça, c'est inclus. Et je vous conseille vivement à aller faire vos recherches pour voir c'est quoi votre budget, qu'est-ce qui va inclure le loyer, etc. Je pense que je vais m'arrêter ici, Valérie, sinon je vais continuer. Non, tout à fait. En effet, c'est la géométrie variable au niveau des logements, tout comme le transport. Vous avez pu le voir tout à l'heure avec Serge, le Canada est un très grand pays qui a énormément à vous offrir. Et en effet, nous allons nous retrouver avec des régions plus urbaines et également des régions plus rurales. Donc, qui veut dire région urbaine versus région rurale veut également dire que parfois le transport en commun va être très présent et parfois il va être moins présent. Donc, il va falloir, dans certains cas, potentiellement acquérir une voiture. Dans d'autres cas, comme à Toronto, si vous habitez en plein centre-ville, une voiture sera plus néfaste qu'autre chose. Vous mettrez plus de temps à circuler que de prendre le métro, le TTC. Or, si vous allez dans une ville plus éloignée, une voiture sera nécessaire.
Parlant de voiture, évidemment, c'est un budget, mais il va falloir que vous assuriez d'avoir votre permis de conduire canadien. Pour cela, je vous inviterai évidemment à regarder selon les provinces et le territoire où vous souhaitez vous installer, de regarder s'il y a des accords avec votre pays. À titre d'exemple, je suis française d'origine et lorsque je suis arrivée en Ontario, j'ai simplement eu à aller à Service Ontario, montrer mon beau papier rose en 3 volets, leur donner et en échange, j'ai eu un permis de conduire canadien. C'était aussi simple que ça. Évidemment, il y a des frais qui sont demandés pour obtenir un permis de conduire, mais ce n'est pas forcément le cas dans toutes les provinces-territoires. Parfois, il faut repasser le permis de conduire. Parfois, il faut justifier de d'autres preuves de conduite. Un bon exemple serait d'avoir votre permis international. Ça peut être utile également. Donc, on vous invite à bien faire vos recherches par rapport à ça pour ne pas vous retrouver à court d'informations lorsque vous allez vouloir avoir votre permis de conduire, qui est également une pièce d'identité au Canada. Souvent, on va vous dire, montrez-moi votre ID et vous allez montrer votre permis de conduire parce que dessus, il y a également une photo et toutes vos informations. Évidemment, on parle d'avoir un logement, on parle d'avoir une voiture, mais pour avoir tout ça, il va vous falloir évidemment un compte bancaire. Donc, je vais inviter Dora à bien vouloir vous en parler. Effectivement, Valérie, il faut avoir un compte bancaire lorsque vous arrivez au Canada. Au Canada, on a 2 types de comptes bancaires. On a le compte bancaire chèque, c'est-à-dire débit, ce que vous gagnez, vous allez le trouver dans votre banque. Et on a aussi le compte crédit. Donc, c'est important d'avoir les deux. Et le débit, c'est normal, tout le monde va avoir un compte chèque. Toutefois, je sais que parmi les immigrants, il y en a ceux qui résistent à avoir une carte crédit. Or, au Canada, vous n'avez pas le choix. Vous devriez avoir votre carte crédit pour bâtir ce qu'on appelle un historique de crédit. Cela veut dire que vous allez démontrer à travers vos achats, vos paiements de factures, etc., que vous êtes une personne fiable, à qui on peut faire confiance, et c'est comme ça qu'on va vous connaître. Donc, ce qui est important de savoir, la différence entre les comptes crédit ici au Canada et ailleurs, dans quelques pays que je connais, c'est que votre crédit, c'est vous qui le payez. Donc, on vous donne une période de grâce de 21 jours pour faire le paiement, sinon vous allez avoir des intérêts, mais c'est votre responsabilité de mettre de l'argent dans votre carte crédit pour s'assurer que vous faites le paiement. C'est très facile d'avoir une carte crédit. Attention de ne pas en avoir beaucoup. Je vous encourage à en avoir seulement une. Et je vais vous référer à l'atelier de gestion financière, je pense, Valérie, c'est ça ce qu'on appelle, OK, qui va vous donner plus d'informations. Merci Dora. En effet, vous le verrez sur la plateforme, vous avez accès à une vidéothèque dans laquelle se trouvent plein de petites vidéos pour vous donner plus d'informations sur la préparation de votre projet. Une d'entre elles s'intitulant « Se préparer financièrement » qui va vous donner beaucoup d'informations justement sur le coût de vie au Canada. Merci Dora pour cette information sur les banques. Je vais maintenant passer la parole à Serge pour la partie santé, car en effet, la santé peut être quelque chose de très coûteux au Canada si nous ne sommes pas bien assurés, mais également comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Merci beaucoup pour ça, Valérie. Au Canada, tout ce qui est médecin généraliste, tout ce qui est hospitalisation est couvert généralement par les régimes de santé provinciaux et territoriaux. Mais attention, lorsque vous passez la frontière, naturellement, vous avez déjà une assurance que vous avez prise avant d'arriver au Canada. Il est important de ne pas abandonner cette assurance-là immédiatement parce que l'accès à l'assurance santé provinciale et territoriale peut différer selon votre statut d'immigrant temporaire, permanent, etc. Donc, il est important de conserver au départ, là, pour les premiers mois, cette assurance-là. Mais une fois que vous avez accès à l'assurance santé, votre carte d'assurance santé provinciale, vos visites chez le médecin sont couvertes par cette assurance. Vos visites à l'hôpital sont également couvertes par cette assurance.
Par contre, il vous faudra quand même une assurance soit fournie par votre employeur ou d'autres sources pour couvrir, par exemple, vos visites chez le dentiste ou encore chez l'optométriste. Voilà. Merci Serge. Et à titre anecdotique, une visite chez un dentiste pour une carie peut vous coûter 300 ou 400 dollars. Donc en effet, conservez bien cette assurance maladie parce que les frais peuvent être relativement très élevés et très rapidement. Donc gardez votre assurance médicale lorsque vous arrivez au Canada, assurez-vous d'en avoir une. Au niveau de l'éducation, on l'a mentionné tout à l'heure, le Canada est un pays bilingue. Nous avons des communautés francophones à travers tout le pays et bien évidemment un système d'éducation qui est également en français. Je vais inviter Valérie à bien vouloir en parler. Oui, merci. Oui, en effet, il est possible de continuer la scolarisation de vos enfants en français à l'extérieur du Québec, c'est-à-dire en milieu minoritaire francophone où la langue dominante est l'anglais. Mais comme vous le voyez sur la carte, il existe un réseau d'écoles, plus de 700 écoles qui sont situées dans les 9 provinces et les 3 territoires. Ce sont des écoles de langue française. Donc, tout se fait en français, à l'exception, bien entendu, de l'anglais et des cours de langue. Donc, c'est là où on vit en français, on apprend en français et la scolarisation est donc offerte dans ces écoles à partir de l'âge de 4 ans jusqu'à 18 ans, ce qui couvre vraiment le cycle primaire et secondaire. Qui a droit à cette éducation en français au Canada, en contexte minoritaire? C'est pratiquement, c'est un droit, mais c'est aussi un privilège. Si vous parlez français, si vos enfants ont été scolarisés en français, si vous êtes francophile, vous pouvez accéder aux écoles de langue française. Comme le démontre la carte, vous voyez qu'il y a un bassin très important d'écoles en Ontario, puisque nous avons une masse critique de francophones très importante dans cette province, également au Nouveau-Brunswick et par la suite en Alberta en ordre décroissant. Mais vous voyez qu'il y a quand même des écoles un peu partout au pays qui sont prêtes à vous offrir une scolarisation de qualité. En fait, les 4 avantages de cette éducation, c'est le bilinguisme durable. Les élèves qui passent à travers cette éducation terminent avec une maîtrise parfaite du français et de l'anglais puisqu'ils vivent dans un milieu anglophone en dehors de leur journée d'école et un milieu, un environnement culturel enrichi, de plus grandes perspectives d'emploi puisqu'ils maîtrisent plus qu'une seule langue, donc ils maîtrisent les 2 langues officielles au Canada et la réussite et le bien-être qui est vraiment la pierre angulaire du système d'éducation de langue française au pays. Pour vous inscrire ou inscrire votre enfant, bien entendu, ça prendra quelques documents. Ce sont les conseils scolaires qui sont responsables d'offrir cette éducation. L'éducation est de juridiction provinciale, donc il y a des variantes d'une province à une autre. Ce n'est pas le gouvernement fédéral qui offre l'éducation, mais plutôt les provinces et les territoires. Et pour cela, vous aurez besoin du certificat de naissance de votre enfant, du formulaire d'admission du conseil scolaire, de votre preuve de citoyenneté ou de résidence, ainsi qu'une preuve, que ce soit une preuve de résidence, que ce soit une facture d'électricité, de téléphone, pour prouver que vous êtes bel et bien établi dorénavant au Canada. Et si je peux me permettre, Valérie, dans la prochaine diapositive, on va peut-être montrer également la différence entre 2 systèmes qui existent et qui parfois sèment une confusion au Canada, c'est-à-dire l'éducation en langue française dont on vient de parler, où tout se fait en français, donc on apprend en français, mais il est possible aussi d'avoir une partie de sa scolarité en français. Ce sont ce qu'on appelle les programmes d'immersion qui sont offerts par des conseils scolaires anglophones. Donc, ces programmes s'adressent essentiellement à des anglophones, des francophiles qui veulent apprendre le français. Donc, 40% de l'enseignement est fait en français et le reste est fait en anglais. Donc voilà, pour toute information, on vous encourage à visiter le site www.elf-canada.ca. C'est vraiment le point de chute, le guichet unique pour toutes les informations qui sont d'intérêt en éducation. C'est un moteur de recherche pour trouver une école de langue française près de l'endroit où vous avez choisi de vous établir. C'est également l'endroit où trouver tous les renseignements sur la façon d'inscrire vos enfants à l'école, sur les programmes qui sont offerts, sur les services tels que le transport, les tablettes qui sont fournies par les conseils scolaires,
les particularités de chacun des conseils scolaires, mais aussi toutes les offres d'emploi des conseils scolaires francophones, puisqu'ils totalisent un budget de 3 milliards de dollars et emploient près de 25 000 personnes. Ça inclut le personnel enseignant, mais également le personnel de soutien. Donc, il y a possibilité pour vous de trouver un emploi en français, de travailler et vivre en français au sein des conseils scolaires francophones. Merci beaucoup Valérie. Donc vous l'aurez vu, possibilité d'apprendre et d'étudier en français au Canada. Mais je pense que les conseils scolaires sont également une très bonne source de réseautage et de bénévolat qui fait vraiment partie de la culture canadienne. C'est quelque chose à comprendre et à connaître avant de venir. Valérie, est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, avec plaisir. Oui, c'est tout à fait vrai, puisque au Canada, l'approche préconise beaucoup une implication des parents dans l'éducation de leurs enfants. Donc, les parents sont souvent sollicités pour appuyer l'éducation de leurs enfants et ça va bien au-delà des murs de l'appartement ou de la maison ou du logement. On demande aux parents de prêter main forte lors d'activités, de vraiment jouer un rôle actif à l'école. Et il y a un lien très étroit entre la communauté et l'école en milieu minoritaire. Donc, c'est une occasion en or pour les parents nouvellement arrivés au pays de rencontrer d'autres parents, de se faire des amis, mais aussi de développer son réseau pour pouvoir peut-être savoir quelles sont les possibilités d'emploi qui s'offrent à eux, parce que beaucoup d'emplois ne sont pas affichés. On dit que 75% des emplois se font de bouche à oreille. On apprend qu'un poste est libre, qu'on recherche un tel profil. Donc, ce serait bête de se couper de cette pépinière d'informations que représente le milieu scolaire et la fréquentation des autres parents. Merci beaucoup Valérie. Vous l'aurez compris, bénévolat, réseautage, essentiel. Non seulement ça vous permettra d'enrichir votre réseau social, mais également d'enrichir votre réseau professionnel. À cet effet, nous vous invitons également à aller voir l'autre conférence qui est spécifique au marché du travail, qui s'appelle Aborder le marché du travail au Canada. Finalement, je pense qu'il serait bon d'aborder un dernier sujet ou un des derniers sujets qui est essentiel au Canada, le climat. Vous verrez, ça fait partie de la conversation du matin lorsque vous arrivez au travail, que vous prenez un café. Il fait chaud, il fait froid, il neige, il gèle. Serge, peut-être, est-ce que tu voudrais nous en parler, la dimension de notre beau pays? Ben, on croit souvent que le Canada, on a l'image du Canada comme un pays enneigé, un pays d'hiver. C'est vrai, mais ce n'est pas vrai partout et ce n'est pas vrai toute l'année. Le Canada étant un pays qui est énorme, il y a plusieurs sections, plusieurs régions climatiques. Donc, l'hiver peut être très froid, par exemple, dans l'Ouest canadien, où les régions sont très plates et très secs également, plus humide dans l'Est, en Ontario, en Acadie également. Et les maritimes, les provinces maritimes reçoivent également beaucoup plus de neige, par exemple, que le sud de l'Ontario, qui va davantage avoir des hivers de pluie. Tout comme Vancouver, en Colombie-Britannique, généralement des hivers beaucoup plus pluvieux. Et c'est important de comprendre que oui, l'été, il fait chaud. Les étés sont peut-être plus courts que dans des latitudes plus méridionales, mais les étés sont quand même très chauds. On peut monter jusqu'à 30, 35 degrés, 38 degrés selon les régions. Il y a des petites canicules également. Donc, il faut se préparer. Il y a bel et bien 4 saisons au Canada. Et l'hiver, on se prépare à l'hiver, on s'achète des manteaux d'hiver, des bottes, on fait des sports d'hiver. Et l'été, ben alors là, on s'habille beaucoup plus léger. Donc voilà, lorsque vous terminez, lorsque vous préparez votre projet d'immigration, assurez-vous de rechercher la région dans laquelle vous souhaitez immigrer pour voir effectivement qu'est-ce que vous devez prévoir côté climatique. Merci beaucoup Serge. Puis en effet, les températures varient très rapidement. Je me souviens l'an dernier, où il y a 2 ans, avoir eu un 40-45 degrés un 1er juillet et j'étais en train de déménager. Donc, c'était pas très agréable. Ou aussi bien un moins 30 degrés il y a 15 jours de cela à Ottawa. Donc, les températures fluctuent énormément selon les saisons. Le dernier sujet, qui est vraiment le dernier sujet de cette conférence que l'on souhaite aborder, c'est évidemment l'adaptation à prévoir.
vous allez venir au Canada et à la période d'excitation, c'est un nouveau projet de vie, vous y arrivez. Mais attention, il peut y avoir une période un petit peu difficile suite à cette période d'excitation. Puis j'inviterai Dora à bien vouloir nous en parler. Merci Valérie. Tout comme le climat au Canada qui a des hauts et des bas partout, c'est comme ça que notre psychologie lorsqu'on vient au Canada. Donc lorsqu'on vient au Canada, on est tout heureux, tout emballé, tout est beau et c'est vrai. Le Canada, surtout si vous venez au printemps ou en été, c'est tellement vert, vous allez adorer et vous allez tout aimer. C'est ce qu'on appelle la lune de miel. Ok, donc vous êtes amoureux de ce pays-là. Toutefois, votre lune de miel peut ne pas perdurer comme toutes les lunes de miel. Ok, donc vous allez peut-être avoir des moments, je dirais pas de dépression, mais des moments un petit peu difficiles. Ok, et pour être franche, il y a des personnes qui passent par une petite dépression et ils descendent et ils veulent plus rien entendre du pays et ils se demandent pourquoi ils ont tout quitté et pourquoi ils ont laissé leurs parents, leur famille, leurs amis, etc. pour se trouver seuls ici sans emploi. C'est surtout cela et c'est vraiment difficile. Et petit à petit, vous allez remonter la pente parce que vous allez commencer à connaître des personnes, vous allez absorber cette réalité et vous allez vous prendre en main. Alors, cette phase-là de descente, tout dépend de vous. Ok, il y a personne qui va vous dire ça va durer 1 mois ou 2 mois ou 1 semaine ou 3 mois. Donc, ça dépend de vous, ça dépend de votre proactivité, ça dépend de votre énergie. Ok, et vraiment, il faut que vous vous dites que je suis capable de me prendre en main. C'est un beau projet que vous avez entamé et vous vous dites en tête que vous allez le réussir. Mais vous n'allez pas le réussir en restant à la maison. Ok, regardez les beaux arbres à partir de la fenêtre. Ok, il faut vraiment aller voir les services établissements si vous êtes admissible, bien sûr. Il faut parler aux personnes. Valérie tout à l'heure a parlé de réseautage, c'est super important. Même avec votre voisin que vous rencontrez dans l'ascenseur, c'est bien d'avoir une conversation, ça va vous aider, ok? Et petit à petit, vous allez remonter la pente. Ce que je vous encourage fortement, c'est d'être proactif, prendre des rendez-vous, aller parler aux personnes, etc. Ça vous aidera à remonter la pente et peut-être retrouver votre lune de miel. L'adaptation culturelle, c'est un processus, c'est pas seulement pour ceux qui viennent au Canada, c'est partout au monde, on est tous des êtres humains, et donc c'est normal. Dites-vous que ça, c'est normal. Ce qui est important de savoir, c'est que surtout lorsque vous venez en couple, c'est que vous êtes conscient de cette courbe-là, ok, pour vous soutenir. C'est important, c'est super important, et c'est pas de vous lâcher. Malheureusement, et on vous le dit pour que vous soyez préparés, beaucoup de couples se brisent parce qu'ils sont pas préparés à cela. Donc, on vous encourage fortement à vous parler, à communiquer en couple, en famille, avec les enfants. C'est important aussi qu'ils sachent par quoi vous passez pour que vous vous souteniez tous parce qu'eux aussi, ils passent par cette courbe-là. Ils s'adaptent plus rapidement, mais c'est important de savoir que ils seront là aussi pour vous écouter et vous aider. Donc, préparez-vous, allez voir sur Internet courbe d'adaptation culturelle, qu'est-ce que ça a l'air, et peut-être la voir chez vous pour vous dire, oh, maintenant je suis là, ok, et donc ça va vous aider à remonter la pente, mais ce n'est pas impossible. Ça dépend de vous et ça dépend de ce que vous mettez comme action. Merci beaucoup, Dora. En effet, je pense que c'est important d'être informé que ça fait partie des étapes naturelles de l'immigration et qu'il est bien d'en être informé au préalable afin d'anticiper ce genre de réaction. Finalement, on vous remercie d'avoir participé à cette conférence. On vous invitera à aller voir les autres conférences qui sont disponibles, que ce soit sur les programmes d'immigration de résidence temporaire, de résidence permanente, mais également celui sur aborder le marché du travail canadien, qui est très important, comment obtenir un travail au Canada, ou tout simplement créer ou acquérir une entreprise au Canada, parce que certains d'entre vous, évidemment, ont pour objectif à terme d'avoir sa propre entreprise.
Nous espérons que l'ensemble de ces informations vous aura été très utile et vous souhaitons beaucoup de succès dans votre projet de vie au Canada. Excellente journée.